Alors, bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour ce café pédagogique dont l'idée est non pas d'utiliser le jeu pour soutenir l'apprentissage, mais bien de se questionner sur l'auto-évaluation chez les étudiants. Donc, aujourd'hui, on accueille Jean-Christophe Loubier qui a la double tâche, d'une part, de nous parler de cette auto-évaluation, évidemment, et peut-être de nous faire un petit retour sur l'expérience d'un chèque pédagogique financé par le conseil pédagogique de la HESS Valais, puisqu'il en a bénéficié pour ce projet. Et comme vous le Exactement. savez ou pas, voilà, merci, on a changé un petit peu le règlement des chèques projets, on a augmenté sa dotation qui peut aller non plus que jusqu'à 7 500, mais jusqu'à 10 000 francs par chèque projet, sachant que vous pouvez en avoir un par année scolaire ou civil, je ne sais pas, on n'a pas discuté, année académique, on va dire. Et puis, on a rajouté la possibilité de demander 5 000 francs supplémentaires pour participer à une conférence ou à un article scientifique, en fait, pour payer les heures d'écriture et non pas les heures de déplacement à la conférence qui, elles, sont toujours payées par le PPI, mais bien pour financer cette partie d'écriture qui n'est souvent pas valorisée ni par la filière ni par les instituts pour l'instant. Voilà. Alors, sans plus attendre, je propose que l'on passe la parole à Jean-Christophe qui peut nous faire un peu l'historique de son projet et nous présenter sur tout ce qui nous intéresse, évidemment, les résultats de son projet. La parole est à toi, Jean-Christophe. Merci beaucoup. Alors, comme l'a dit Nathalie, je suis bien Jean-Christophe Loubier et donc du coup, je réfléchissais assez, je suis souvent confronté en tant que professeur addition-soustraction à des problématiques justement d'évaluation des étudiants, la peur qu'ils ont de savoir où est-ce qu'ils en sont, ces choses-là. Et donc, j'avais dans l'idée de proposer un petit système que je vais vous présenter dans quelques secondes, qui est un questionnaire auto-adaptatif pour l'auto-évaluation des étudiants. Donc, alors pour ça, je me suis basé sur le système de score Elo du jeu d'échecs. Enfin, peu de gens le savent, mais je suis grand maître des échecs. Non, c'est pas vrai du tout. J'adore les échecs, je joue aux échecs et donc du coup, le système d'évaluation, si vous voulez, le système de points pour définir votre niveau aux échecs est un système assez avancé qui s'appelle Elo. Et c'est un système qui permet de calculer la probabilité que vous avez de gagner le match face à quelqu'un qui est plus ou moins fort que vous, et bien sûr inversement. Et donc, du coup, je me suis basé sur cette idée de score Elo pour construire un système de questionnaire, donc une base de données de questionnaire. Et l'idée est la suivante. Vous allez jouer contre une question statistique donc qui a un certain degré de difficulté, donc elle a elle-même un score Elo. Et donc, du coup, ça a un double avantage, c'est que si vous remportez le match contre la question, finalement, le niveau de la question va baisser. Donc, en fait, ça nous permet d'évaluer le niveau de la question en tant que tel. Et votre score à vous va va augmenter. Et donc, ça vous permet d'avoir une petite idée de votre niveau, si vous voulez, par rapport à ça. Alors, le système fonctionnait par bloc de 5 questions. Il y avait un petit peu de gamification, mais vraiment très secondaire, très mineur, avec un suivi d'évolution du score. Et donc, rempli de croyances, j'ai mis au point ce système avec des collègues et mes assistants. Et on a testé ça dans les 2 classes en emploi économie plein temps, donc 501, 501-2, le semestre dernier. Et donc, je vais tout de suite dire le fin mot de l'histoire, ça n'a absolument pas marché. Donc, alors de ce point de vue-là, c'est un échec sur mon système, mais je trouve ça très instructif. Et avec le recul, je me suis rendu compte que les étudiants avaient d'énormes problèmes pour intégrer cette problématique de l'auto-évaluation en dehors d'un système scolaire traditionnel, c'est-à-dire que c'est mes examens qui me font m'auto-évaluer, etc. Et au niveau de la HES, évidemment, quand il n'y a pas 3000 examens, évidemment, ça pose des difficultés. Et je m'attendais quand même à ce que les étudiants s'emparent de ça, d'autant que j'avais mis une carotte parce que je me disais que si effectivement on le faisait comme ça,
le pouvoir de l'auto-évaluation ne serait pas suffisant, j'avais quand même dit à ces étudiants que s'ils faisaient le système globalement sur tout le semestre, pour ceux qui avaient joué le jeu correctement, c'est-à-dire que ma règle, c'était au moins jouer à ce système une fois par semaine et répondre à ces blocs de 5 questions sérieusement. Donc, sérieusement, ça voulait dire qu'en fait, on voit le score évoluer dans un certain sens. Je mettais 1/10 de point à la note de module en statistique, puisque là, ça concerne les stats. Et ben même ça n'a pas marché. Les étudiants, en fait, ont même pas été la moitié à s'inscrire sur l'environnement. Et sur cette moitié-là, il y en a une petite dizaine qui ont joué pendant 3 semaines et après, ils ont arrêté. Donc voilà. Alors, sans plus attendre, je vais partager mon écran et essayer de vous montrer l'environnement. Alors, voilà. Alors, ça n'est pas ça. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez mon écran ici. OK. Alors ici, vous avez, donc je me suis connecté dans le panel administrateur. Donc vous voyez, il y a les types de questions ici qui sont là. Alors, on peut gérer différentes choses, donc ajouter des questions, etc. Et là, vous voyez leur score Elo. Donc, il y en a certaines qui ont quand même été donc définies. L'idée étant que par rapport à votre propre score Elo, je vais extraire de cette base de données une question qui vous correspond en fait, et sur laquelle vous allez pouvoir jouer par rapport à votre niveau Elo. Ici, on a donc les utilisateurs. Ici, j'ai le niveau des classements. Donc, vous voyez, en fait, le score Elo des quelques étudiants en fait qui ont tenté de jouer. Donc, vous voyez là, moi, j'ai fait des tests pour savoir si ça marchait ou pas. Donc, on voit qu'effectivement, il y a beaucoup d'étudiants qui se sont inscrits, mais qui n'ont rien fait, puisqu'en fait, on démarre à 1000. donc voilà. Ici, en fait, il y a la même problématique sur d'autres types de questions. D'accord. Et donc, en fait, quand la personne se log et qu'elle démarre une session, donc ça se présente ici, voyez, et on peut cliquer ici. Et donc là, voilà, on peut répondre. Alors, voilà, gna gna gna. Donc, je reprends là. Vous voyez, question suivante. On va avoir 5 questions. Là, je réponds au hasard pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc, gna gna gna. Hop, paf, voilà. Comme ça, je vais descendre mon score. Et voilà. Là, et ainsi de suite. Et là, vous voyez, mon ancien score Elo était celui-ci. Mon nouveau score Elo est là. J'ai gagné 15 points. Donc, je termine ma session. Et si je rejoue, à ce moment-là, en fait, je vais avoir d'autres questions qui sont en fait des questions qui correspondent à mon niveau. Donc, ici, c'est les questions relatives aux mathématiques. Hein, voilà. Et si je vais chercher le thème de statistique, voilà. À ce moment-là, vous voyez que mon score qui est aux alentours de 1100 fait que je vais avoir des questions de ce type-là. Donc, en fait, on peut jouer des dizaines et des dizaines de fois, on peut augmenter la base de données, etc. Et donc, ce qui est adaptatif, c'est ce fameux système de questions. Et évidemment, là, on voit cette question-là, par exemple, qui a un score Elo assez bas. Donc, cette question-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de difficulté, les quelques étudiants qui ont tenté de jouer à ce jeu ont gagné tout le temps contre cette question, ce qui fait qu'en fait, son score à elle a baissé. Donc, on a plusieurs avantages. Le premier, c'est que ça nous permet d'avoir une idée à nous, les profs, de dimensionnement du niveau des étudiants par rapport à un type de question et éventuellement de construire des questionnaires qui sont adaptés par rapport à des degrés de difficulté. Donc ça, je trouve ça bien. L'autre avantage, ça permet aux étudiants, c'est ce que je croyais, de pouvoir savoir en fait où est-ce qu'ils étaient bons, où est-ce qu'ils étaient moins bons par rapport à la dynamique de leur score. Donc, c'est ça qui n'a pas marché. Et donc, c'est ce qui me fait me questionner sur cette problématique d'auto-évaluation, puisque finalement, j'avais une hypothèse qui était que les étudiants avaient une idée claire de ce que c'était l'auto-évaluation, de comment il fallait la mettre en œuvre, ce qui n'est pas le cas du tout. Alors, j'ai discuté avec quelques étudiants de première année à ce moment-là, et je me suis aperçu dans les échanges que j'ai eus que pour beaucoup, en fait, ils n'arrivaient même pas à concevoir, je suis très sérieux quand je dis ça, ils n'arrivaient même pas à concevoir ce que veut dire l'auto-évaluation. Et j'ai complété ça avec un petit questionnaire Whoopla que j'ai passé hier à des étudiants qui n'ont pas eu ce questionnaire
ce système, donc des étudiants en première année mais en emploi, et je leur ai posé 3 questions. Alors la première, c'est tout simple, c'est qu'est-ce que l'auto-évaluation pour vous? Et en fait, j'ai eu des réponses de type la palisse, puisqu'en fait, l'auto-évaluation, c'est s'évaluer d'une façon générale. Alors, il y a 2, 3 choses intéressantes. Alors, bien sûr, ça fait plaisir, hein, vive les stats, vous voyez. Donc, c'était un cours de stats. Et puis, on voit quand même un feedback sur soi-même, s'évaluer par soi-même, s'évaluer, se juger par soi-même. Mais finalement, dans cette question-là, il n'y a pas de réponse sur, bon, alors évidemment, qu'est-ce que c'est? Bon, bah, c'est un système d'évaluation par eux-mêmes. Et on voit quelque chose qui, au niveau réflexif, je trouve assez simple. Mais j'ai posé 2 autres questions un peu plus fines sur l'intérêt de l'auto-évaluation, et notamment celle-ci, donc la deuxième, qui était les études à la HESSO Valais réclament une capacité à savoir évaluer son niveau de la part de l'étudiant, avec un point d'interrogation. Et on voit que, d'une façon générale, les étudiants ne disent pas fortement, mais plutôt oui. Et certains d'entre eux, très peu, hein, une personne répond plutôt non. Certains d'entre eux sont neutres. Donc, on voit quand même que les étudiants se disent, ouais, il faut avoir une certaine capacité à évaluer, mais moi, je m'attendais à ce qu'on ait. Je suis parti de l'idée que, en fait, c'était plutôt fortement qui était attendu, et on voit que non, c'est plutôt oui. C'est-à-dire que, bon, d'accord, il y a une problématique d'auto-évaluation, et vous allez voir la question suivante qui recoupe finalement peut-être ce qu'on pouvait supposer. Les examens permettent de s'auto-évaluer, et là, la voici, la voilà, absolument. Donc, d'une façon générale, hein, et puis plutôt non, pas du tout ici, mais ce qui est intéressant, c'est absolument plutôt oui. Et puis là, plutôt non, pas du tout. Donc, ça, c'est assez intéressant, mais je n'ai pas trop eu le temps de discuter avec eux. En revanche, on voit que dans les étudiants qui ont répondu à ce questionnaire, eh bien, on voit cette problématique où finalement, alors, est-ce que c'est une question de maturité? Est-ce que c'est une question d'habitude d'être dans un système extrêmement normatif et où moi, j'ai sous-estimé leur capacité à s'emparer d'un outil que je dirais gratuitement pour essayer de créer du lien entre ce qu'ils apprenaient. Mais finalement, fondamentalement, ce qui s'est passé, c'est que j'étais face à des étudiants qui n'ont pas compris l'intérêt pour eux d'utiliser cet outil comme étant un support de leur apprentissage. Ils l'ont plutôt vécu comme quelque chose qui était soit une contrainte, soit ils n'ont pas compris. Il y a même une étudiante qui croyait, alors j'ai dû, d'ailleurs c'est bien parce qu'elle m'a pu montrer un bug, c'est qu'en fait elle a passé toutes les questions pour voir. C'est-à-dire elle ne répondait pas aux questions. Et elle pensait que c'était les questions que j'allais poser à l'examen. Donc du coup, on voit ce décalage qu'il y a entre les aspects relatifs de ce que moi j'imaginais comme étant nécessaire pour eux de remplir un vide, qui est une problématique de est-ce que j'ai le niveau, est-ce que ce que j'apprends, l'effort que je fais, etc., est-ce que ça fonctionne, et donc avoir une sorte de feedback permanent avec ce système de questionnaire. Et puis la perception que les étudiants avaient de leur niveau. Et finalement, malgré le fait que je suis quand même assez fier de cet outil, ça n'a pas fonctionné. Et donc, on peut en discuter maintenant. Voilà, donc je vais désactiver le partage et voilà. Et nous réactiver le micro. Est-ce que tu m'entends? Très bien. Très bien. Alors merci pour ce partage, hein. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Évidemment que moi j'ai toujours des questions, parce que je trouve ça toujours très intéressant, ces prototypes et ces expérimentations qu'on fait dans le cadre de nos projets. Est-ce que le fait que ce soit un autre outil que Moodle, parce que c'était une autre plateforme, hein, on était sur une plateforme, j'avais pas réussi à lire Ouais, l'URL, non, c'est mais un truc que j'ai développé de A à Z. tu es fort. Voilà. Mais Donc la en fait, question c'est, est-ce que c'est le fait que ce soit un outil supplémentaire par rapport à l'environnement numérique de travail traditionnel des étudiants? Est-ce que ça aurait pu être un frein? Ils n'étaient pas dans leur truc habituel, encore un login, je sais pas, hein, c'est une question que je me pose. Alors, c'est une bonne question. Moi, j'avais mis le lien dans mon. Voilà, donc en fait, ils avaient ce système-là où ils se loguaient dans le cours ici. Je leur ai montré comment ça se passait. Et, On voit pas, hein? ah, Je sais pas pardon, si tu oui, autant partages, pour ouais. moi, oui, oui, ouais, ouais. Donc, en fait, non, mais dans le cours Moodle, OK. hein, allez, je le fais vite fait. Dans le cours Moodle, il y avait le lien sur le questionnaire adaptatif ici. Donc en fait, sur généralité, hein, si on se mettait, alors voilà, donc je vais le
pour vous montrer à quoi ça ressemble du point de vue du système. Donc voilà, hop. Et après, si on prenait le rôle étudiant, donc à ce moment-là, en fait, ils avaient ici questionnaire adaptatif et il suffisait qu'ils se loguent pour accéder à ça, quoi. Donc, Et qui dit adaptatif dit donc plusieurs passages. Tu les relançais, tu leur disais quand ouais, bien faire sûr, ou... Ouais, je leur d'accord. disais régulièrement, je leur disais, mais vous n'êtes pas tous inscrits, vous jouez pas, etc., etc. Et en fait, honnêtement, j'avais pas vraiment de retour à ce niveau-là. Et donc, du coup, la problématique. Alors, il faudrait voir ce qui s'est passé du côté de Gilles Eveco, puisque lui aussi était partenaire du projet. D'ailleurs, ça, c'est ses questions à lui. Donc, sur la partie mathématique, en fait, comment les choses se sont passées. Donc, j'aimerais savoir ça, s'il a eu l'occasion de le faire ou pas. Et donc, du coup, non, clairement, le truc a pas du tout fonctionné en termes d'appropriation. Et les quelques-uns qui ont tenté se sont vraiment pas emparés de l'outil. C'est-à-dire qu'ils n'en ont même pas vu l'intérêt. Mhm. Alors que pour moi, je pensais qu'effectivement, ça leur donnait du grain pour savoir où ils en étaient, quel était leur niveau, etc. Mais finalement, du moment que je pense qu'ils se sont dit que c'était pas lié aux examens, c'est ça mon hypothèse, et Ouais. ben en fait, ça a suffi pour disqualifier le système. Alors même que ça en valait pour 10%, hein, c'est juste, c'est ce que tu as Ouais, dit. tout à fait, ouais, Mhm. exactement. Sabine qui lève la main. Oui, merci beaucoup pour le partage, Jean-Christophe. Moi, je trouve que c'est très intéressant, même si ce que vous dites, il y a peu de réponses positives en soi, malgré l'investissement que vous avez mis dans cette application. Je me suis juste demandé, est-ce que cet outil d'auto-évaluation, est-ce qu'il pourrait, par exemple, servir aussi comme outil d'apprentissage que derrière, par exemple, une réponse erronée ou une réponse juste, on guide l'étudiant vers un cours ou vers un concept, et puis qu'il peut retenter une autre question un peu similaire, mais qui va vraiment lui permettre d'acquérir des connaissances et puis les compétences que vous avez définies au-delà d'une évaluation qui le situe finalement où je suis. Oui, alors absolument. Alors ça, c'était la suite de mon projet. C'est-à-dire que j'avais l'intention d'ajouter de l'intelligence dedans pour faire une sorte de diagnostic après ce bloc de 5 questions. C'est-à-dire que, en fait, sur les 5 questions, finalement, quand la personne se relogue et retente des questions, on a des questions qui sont dans le même niveau de difficulté. C'est ce fameux score de Hello. Mais j'avais l'intention d'ajouter de l'intelligence sur l'interprétation des résultats, des échecs ou des réussites de l'étudiant en lui conseillant de réviser ceci ou cela ou de faire un certain nombre de choses. Mais comme la première étape n'a pas fonctionné, eh ben, je m'interroge sur l'investissement parce que l'outil, il est toujours là, il est en place. Donc, peut-être que je vais redéposer un chèque pour ajouter cette partie-là et voir s'il y a une différence déjà là en termes de soutien plus normatif à la suite du résultat. C'est vrai que j'ai peut-être supposer que le fait que le résultat de l'étudiant, son score, était une information suffisante pour qu'il puisse se dire lui-même, ouais, il faudrait que je révise ceci ou cela. Donc là, ça vaudrait la peine peut-être d'essayer de voir si on peut ajouter justement un système de ce type-là avec un petit comme je vois qu'on a à peu près tous l'âge de Windows 95 avec le wizard et le petit bonhomme qui venait nous dire ah ouais non etc fais ceci Le fais cela. Clippy. Voilà exactement le trombone. Ouais. Sébastien. Moi, je trouvais intéressant cet outil et c'est vrai qu'il est à cheval entre deux intentions, telles que je le perçois là en tout cas, c'est qu'on est entre l'auto-évaluation puis l'auto-training d'une certaine manière. C'est que alors, chez nous, du côté du travail social, quand on pense auto-évaluation, on est plutôt sur l'auto-évaluation des compétences et pas forcément sur les connaissances ou des éléments d'examen. Mais ce qui est intéressant surtout là-dedans, c'est de dire, OK, il y a des outils d'auto-évaluation et puis il y a la culture d'auto-évaluation qui va avec et finalement, l'un ne marche pas sans l'autre. Alors peut-être qu'il faut insister sur les outils de telle manière à ce qu'à un moment donné, la culture s'incarne. Mais
Ouais, on a fait le test où on a implémenté, alors c'est de l'auto-évaluation, mais cette fois sur les compétences, où on a mis le portfolio dans 2 filières différentes, dans lesquelles il n'y a pas justement la même culture de l'auto-évaluation, et dans une ça a pris et dans l'autre pas du tout. Donc on voit que le sens de l'auto-évaluation, enfin, le sens du truc, vraiment il est prédominant. Et puis ce qu'on a constaté aussi avec les premières années en particulier, et du coup ça conforte un peu ton regard sur ces premières années qui débarquent, c'est que ils arrivent d'un modèle hyper formaté, très restitutif, et puis que même dans un truc très ouvert comme le portfolio, où on dit voilà, auto-évaluer, prouver que vous êtes allé, il y a toujours cette question de la conformité derrière. Est-ce que c'est juste? Est-ce que j'ai fait bien? Est-ce que ça sert à quelque chose pour l'examen? Enfin, voilà, il y a encore cette espèce de regard prégnant sur vraiment l'évaluation finale qui couronne un module, puis finalement, est-ce que réellement on professionnalise au travers d'un examen, quoi. Donc, je trouve génial ce truc-là, et c'est peut-être très bien aussi. Ah non, alors attends, c'est pas dire très bien que ça marche pas, mais néanmoins, l'échec, il est super riche en enseignement, et c'est pas un échec, c'est vraiment une opportunité Ah de ouais, ouais, porter un regard clairement. particulier sur ce rapport à l'auto-éval, quoi. Ouais. Ouais, ouais, je le vois. En fait, ouais, il est riche de réflexion et d'enseignement. Je le vois pas. En fait, je le vois pas comme un échec. C'est un échec, on va dire, opérationnel, Ouais. mais ça l'est pas pour tout ce que ça pose comme question et fertiliser un problème avec une solution et on en ouvre des milliers. Ouais. Et, et donc là, bah, en fait, là, ce qui est intéressant, c'est ça. Alors maintenant, ce que je me dis, c'est peut-être que si j'avais ajouté, comme disait Sabine, une dimension d'accompagnement, on va dire de diagnostic à ce genre d'outils, peut-être que ça aurait mieux marché. J'ai peut-être parié sur une maturité des étudiants qui n'est pas peut-être celle que j'imaginais au niveau des premières années. Et puis c'est vrai, quand on y réfléchit, même leur expérience corporelle de l'école, hein. Après tout, il n'y a juste pas la sonnerie, mais sinon tout le reste, ils sont dans une salle de 30 places à plat, avec un prof, ça fait 2 fois 45 minutes. Et s'ils sont en face de nous, bah, c'est qu'ils ont réussi. Alors pourquoi changer quelque chose qui leur a corporellement permis d'arriver jusque-là? Et, euh, et je me dis que ce genre d'outil, peut-être j'ai un peu trop parié sur le côté universitaire, vous voyez. Donc voilà. Alors moi, ça me permet de rebondir parce qu'on va introduire donc à la rentrée là pour les étudiants de première année en économie d'entreprise un test d'auto-évaluation, hein, ça tombe bien, hein, sur leurs compétences numériques. Et s'ils réussissent le test, ben voilà, on leur valide quelques crédits. Et puis si ils échouent au test d'entrée, enfin au test, à l'autodétermination de la compétence, bah, en fait, on les entraîne sur le semestre. Et comme la compétence numérique, si vous le savez, pour la HESSO est divisée en 11 dimensions, pour le DISCOMP en 5, enfin bref, ça peut se travailler par thématique. Bah, en fait, on va travailler avec eux sous forme de blended learning. Et effectivement, le premier postulat, et c'est celui sur lequel on s'est dit qu'il fallait qu'on introduise cette notion-là au niveau pédagogique, c'est je ne suis plus un élève, je suis un étudiant. Je ne suis plus accompagnée main dans la main, mais on me demande de l'autonomie. Guider l'autonomie, évidemment, hein, on va leur faire un chemin d'apprentissage et tout ça, mais c'est vrai que la posture, elle est complètement différente et les murs ne le montrent pas. Là, je te rejoins totalement. Ça veut dire que quand ils rentrent dans la salle de classe chez nous, bah, ça ressemble vraiment à une salle de classe de collège ou une salle de classe de centre professionnel et ça ne ressemble pas à une salle de classe comme on le rêverait sous forme de projet, sous forme de dialectique ou autre, où on pourrait avoir un vrai échange. On voit plutôt du frontal, en fait, dans les murs. Enfin, je sais pas comment les statistiques se transmettent, si c'est par la force, mais Ouais, ouais, moi je leur explique que je sais où ils habitent. Et puis, avec non, la non, non, probabilité de mourir et voilà, de temps. exactement. Ouais. Non, 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 mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Puis évidemment, en plus, dans le quantitatif pur, il y a de toute façon une angoisse par défaut du traumatisme du prof de maths dont tout le monde espère qu'il mourra dans d'atroces douleurs. Et du coup, il y a par défaut une sorte de, je dirais qu'ils sont par défaut en dedans. C'est-à-dire que justement, dans des endroits où ils sont plutôt angoissés, parce qu'en fait, il y a tout un tas de choses qu'on doit apprendre, et puis en fait, c'est un peu noir ou blanc d'une certaine façon. Leur perception, elle est encore plus en demande de choses normatives.
Ça, effectivement, peut-être que là aussi, quand j'y réfléchis, je me dis que j'aurais dû plus expliquer l'intérêt, mais même comme ça, je crois qu'ils étaient dans une approche, en gros, action-réaction, bonne réponse, mauvaise réponse, bonne note, mauvaise note. Et ce score Elo, je pense que c'était aussi, même si je persiste à penser que c'est super bien, parce que d'ailleurs, vous pourriez l'utiliser vous-même, hein, l'outil, là, je peux vous le mettre à disposition, vous pourriez l'intégrer vous-même dans vos cours et toutes ces choses-là. Cette notion d'évaluation aussi pour nous, de ces questions-là, de la difficulté, du niveau de difficulté, c'est très formateur, mais je pense que du point de vue des étudiants, la perception du niveau de difficulté, particulièrement dans le quantitatif, par défaut, c'est très compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de gradation. Et je me dis que ça vaudrait la peine d'essayer de voir s'il y a quelque chose à faire dans d'autres disciplines, quoi. Il y a une question d'Olga. Ouais, merci Nathalie. Merci beaucoup pour ce partage aussi d'expérience. Et moi, je suis conseillère pédagogique en master. Donc, on a aussi toutes ces questions de posture qui se posent parce qu'on est en train de dire qu'on s'adresse déjà aux professionnels, donc ceux qui ont déjà le niveau bachelor, mais il y a encore ces côtés de manque d'autonomie. On a aussi, j'ai des questions qui arrivent vers moi pour l'auto-évaluation. Et là, c'est le niveau des prérequis, en fait. C'est même pour certains, vu que le niveau, parfois, il est hétérogène. Donc, c'est vraiment l'introduire cette auto-évaluation pour accompagner de ce travail autonome pour combler les lacunes. Donc, pour moi, très riche en enseignement aussi cette discussion et volontiers pour l'outil. Donc, ce qu'on pourra, voilà, je vais peut-être poser après plus des questions, un peu les prises en main, comment on peut intégrer des questions et tout. Est-ce que c'est Alors, facile ou... ouais, c'est très facile. Alors, hop, il faut que je repartage. Donc, à partir du moment où je vous donne, enfin, vous êtes inscrit en tant qu'administrateur, vous voyez, à ce moment-là, en fait, vous pourrez rentrer une question. Donc, on peut ajouter une question. Donc là, j'espère qu'il va le faire. Et cet auto-apprentissage de la machine qui baisse ou lève les niveaux de questions, ça se passe automatiquement après. Exactement. Okay. Donc, en fait, la seule chose à faire, c'est de poser sa question, donc de construire sa question et de lui donner le niveau de difficulté personnel qu'on met en soi. En revanche, une fois que le système est en place, en fait, chaque fois que vous posez une question, vous voyez, si je démarre une session, voilà, là, en fait, pardon. Là, je suis en train de jouer aux échecs avec la question. Donc, si je gagne, son score Elo à elle va baisser automatiquement. Si je perds, en revanche, son score à elle va monter. Et donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir nous-mêmes, quelque part, évaluer la complexité des questions qu'on a. Donc, on a aussi un retour chez nous du type de difficulté. Et c'est vrai que dans certains cas, les questions qu'on a, on peut penser qu'elles sont faciles et finalement elles sont complexes. On le voit par le score Elo. Et puis d'autres où c'est pas le cas. Voilà. J'ai une question par la suite, je peux poser, on est allé sur les... Vas-y, pose ta question. Est-ce qu'on doit, si on rentre par exemple une vingtaine de questions, on doit tous les ranger par les difficultés, on peut faire le bloc des difficultés faciles, difficiles? Non, à chaque question, on lui donne sa difficulté. Okay. À chaque fois qu'on la rentre. Voilà, exactement. Donc, Et on le fait par exemple, on fait semblant de se tromper, c'est comme ça qu'on arrive. Ou alors, on met le score. Non, en fait, vous mettez le score que vous pensez au départ. Donc, si vous dites, voilà, c'est une question facile, vous dites qu'elle vaut 1000 points, par exemple. Vous dites, c'est une question qui est difficile, 1500 points. Et c'est plus difficile, etc. Et puis après, quand les étudiants la testent, forcément, il va y avoir une convergence à long terme sur la difficulté. C'est-à-dire quelque chose qui valait 1000 points pour vous, finalement, va peut-être monter à 1280, vous voyez, et ainsi de suite. Et donc voilà.
Alors ça, c'est ma question, parce qu'on n'ose pas parler de loi des grands nombres en statistique face à un statisticien, mais enfin, combien est-ce qu'il faudrait de passages d'étudiants pour valider la question? Ou elle montre à chaque fois, elle descendra à chaque fois? Voilà, c'est ça, elle évolue. En fait, il y a une convergence avec le temps. C'est-à-dire que sur du long terme, en fait, on va avoir une stabilisation du score. C'est-à-dire qu'effectivement, on va voir plus elle sera testée, plus la convergence et la stabilité autour de son vrai score va finir. Donc au début, elle peut énormément varier. Tu vois, c'est vraiment la loi faible des grands Ouais. nombres. Tu vois, dire que tu peux avoir un truc comme ça, et puis à mesure que le volume d'étudiants vont être confrontés à cette question va augmenter, la variation, la fluctuation autour de son propre score va converger en fait vers une valeur qui sera la valeur probable la plus réelle par rapport à sa difficulté. Il y a une question de Sabine. Oui, merci. Je trouve ça passionnant, effectivement. Et je me suis posé la question, est-ce que vous avez pensé, ou peut-être ça s'est fait aussi, de faire des focus group avec ces étudiants pour essayer de comprendre pour quelles raisons ils sont cochés sur Voclab telle et telle réponse. Une question toute bête qui me venait en tête, c'est aussi, est-ce que c'est le score de 1000? Est-ce que ça peut être décourageant? Est-ce qu'un score de 10, c'est moins décourageant des questions toutes simples? Ouais. Ouais, alors ça, c'est une très bonne remarque. Non, alors j'ai absolument pas eu l'idée de faire des focus group, mais ça mériterait en fait peut-être de poser un projet plus conséquent sur la co-construction justement de systèmes d'évaluation, d'auto-évaluation, de perception, de la quantification, des choses comme ça. Alors pour tout vous dire, par exemple, moi je rêve qu'on supprime les examens et qu'on transforme ça par en fait une courbe de progression qui ressemblerait en fait à une courbe en S de logistique, où en gros l'étudiant, par rapport à sa position sur cette courbe, s'il est en dessous de la courbe, il sait qu'il faut qu'il progresse. S'il est au-dessus, c'est parfait. S'il est dedans, c'est bon. Et là, en fait, on aurait des étudiants qui apprennent pour apprendre, pas qui apprennent pour avoir une note. Et bon, voilà. Et donc j'ai testé plusieurs trucs. J'ai aussi fait un jeu vidéo où les étudiants en fait canardent tout ce qui passe. Ils ont un avatar et régulièrement ils rencontrent un sorcier où ils posent une question statistique, et le sorcier en fait, s'ils répondent bien, leur donne un artefact, quelque chose pour progresser dans le jeu. Et ça marchait bien, hein. J'ai pu voir des effets avant, après sur mes systèmes de questions où les étudiants en fait progressaient sur le jeu, sur leur compréhension. Purement statistique, alors qu'en fait, ils détruisaient des monstres et des choses comme ça, quoi. Donc ça aussi, je peux vous le fournir si vous le souhaitez. Et si ça vous intéresse, je vous donne volontiers tout ça. Moi, j'ai encore une question, c'est que finalement, le score Elo d'une question dépend du niveau général des étudiants, en fait. Oui, mais en fait, effectivement, le score Elo d'une question dépend du niveau général au moment où la question leur est posée. Et Donc ça veut dire que si on voudrait pas que la question descende, parce qu'on se dit non, mais quand même, là, on peut pas, en fait. ah C'est bah tu peux vraiment aussi, autodéterminé. tu peux agir dans le panel administrateur pour remonter Je monte. le numéro de la question, Ouais. tu vois. Tu peux Ou le garder bas, ou parce le que en garder fait, bas, ouais, moi etc. j'ai Ouais, tout plutôt à fait. souci qu'une question à laquelle ils ne savent pas répondre, mais qu'on jugerait nous d'un niveau standard, un Ouais. classique, je sais pas, dans ton domaine, mais comment t'as dit? La loi faible des grands nombres, non? Voilà, la loi faible des grands nombres. Ouais, ouais, tout à fait. Bah voilà, tu dis voilà, ça quand Et, même, ils doivent le connaître. mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est justement cette contradiction qu'on peut avoir. Tu vois, c'est-à-dire que nous, en tant qu'enseignants, ou voilà, on peut avoir un biais justement où on va considérer que c'est un prérequis de base qu'on sait au départ, et finalement, quand il est confronté aux étudiants, on surestime ou on sous-estime la portée de cette connaissance réelle. Et je trouve vraiment instructif cette idée de regarder aussi l'évaluation de ces questions, parce que ça peut nous confirmer des choses en disant, ah bah tiens, voilà, je pensais qu'elle était comme ceci, et puis effectivement, elle est comme cela. Ou au contraire, tu vois, tu peux dire, ah bah tiens, ce truc que je pensais facile, c'est finalement plus difficile. Alors pourquoi c'est plus difficile, tu vois? Et tu peux t'en servir comme instrument pédagogique. Et Ouais, parfois, il y a ouais. plein de choses informelles hein, à des niveaux différents. Je peux te donner un exemple qui n'a rien à voir, mais alors,
pour tout le monde, en fait, je suis géographe de formation, mais je suis un géographe computationnel, c'est-à-dire que je fais des simulations informatiques et des mathématiques, etc. Et le dernier doctorant que j'ai eu avec moi, en fait, il venait pas de la géographie. J'ai donc dû lui apprendre la manière d'être géographe. Et je me suis rendu compte en travaillant avec lui que des choses qui me paraissaient évidentes étaient extrêmement complexes pour lui. Des choses qui, pour moi, parce que j'ai baigné dedans toute ma vie, en fait, d'étudiant, puis après d'enseignant-chercheur, et ben, en fait, étaient extrêmement difficiles à percevoir. Et donc, du coup, je pense que ce genre d'instrument, ça nous permet également d'avoir une idée un peu peut-être un instrument aussi pour nous, pour voir que certains aspects qui nous paraissent vraiment standards et évidents, bah, finalement, le sont peut-être pas pour des questions qui sont juste pas des questions de savoir. Mmh. Moi, j'ai encore une question pour le test, si on peut l'appeler comme ça, enfin le jeu. Je sais pas si on Ouais. ose utiliser ce vilain mot pour Ouais, ce vas-y, type vas-y. surtout en statistique. Donc j'ai vu que ton collègue a 17 questions, toi tu en as 82. Ouais. Il y a un nombre où je m'arrête, à un moment donné, on dit: «Ma pauvre, arrête-toi parce que tu vas te Non, faire du non, mal». tu peux en mettre 200 000 si tu veux. Oui, mais pour l'étudiant, ça veut dire qu'à un Ah moment non, mais donné, en il fait, l'étudiant, il a des blocs de 5 questions ah et la voilà, session d'accord, s'arrête. d'accord, C'est-à-dire qu'en voilà. fait, l'étudiant, après 5 questions, la session s'arrête. Et donc, on voit l'effet sur son score Elo, Chaque 5 questions. chaque Mais il 5 peut questions. relancer une Il peut session s'il relancer veut. à nouveau une session. Et donc, en fait, du coup, forcément, comme son score a évolué, il n'aura pas les mêmes questions. Parce que, en fait, ça va aller pêcher un intervalle de questions qui sont donc scorées, qui sont autour de son score à lui. Donc, plus il progresse et donc plus son niveau Elo va augmenter, plus les questions qu'il va avoir seront des questions complexes. Au contraire, s'il régresse, et ben en fait, les questions qu'il va avoir seront des questions qui seront scorées basses, en fait. Et du coup, bah là, peut-être qu'effectivement, si on n'a pas énormément de questions, il peut avoir à nouveau la même question. Mmh. On se rapproche des mécaniques de jeu où on gagne des points et où on doit miser des points pour avoir le droit de jouer et plus on est riche, plus le nombre de points à donner est important, ouais, évidemment, quoi. Voilà. Ouais, Sauf que là, ce qui fait varier la chose, c'est vraiment ta réponse, tu vois. ouais. C'est-à-dire, tu es face à. En fait, tu es en train de jouer aux échecs avec une question, quoi, qu'elle soit n'importe laquelle, quoi, qui a un certain Mmh. niveau. Et en fait, en fonction du résultat de la partie d'échecs que tu as fait, c'est-à-dire la façon dont tu as répondu, bah, ton score évolue et celui de la question aussi. Et il y a pas moyen de tricher parce qu'il faudrait payer tous ses collègues pour qu'ils fassent des mauvaises réponses, mais ils sauraient même Ouais, pas quelle est la ouais, mauvaise réponse. ouais. Parce que c'était que des questions dichotomiques de type vrai-faux, hein? Ou bien non? Non, il peut y avoir différentes sortes de questions. Il peut y avoir des réponses sur des calculs, des choses comme ça. Tu peux avoir plusieurs possibilités. Tout est ouvert. En revanche, il n'y a pas de système. C'est vraiment une réponse qui est déjà donnée. La vraie réponse est dedans. C'est sous la forme de QCM, c'est-à-dire que tu peux Ouais. pas, pour le moment dans l'outil, écrire quelque chose. OK, et par exemple, je prends un cas d'école, si je te donne un fichier, puis je dis: «Voilà, faites ces modifications dans un fichier Word» et vous nous dites in fine combien de caractères, quand vous avez fait les modifications que je veux, on peut mettre un fichier puis qu'ils nous disent: «Il reste au final 232 caractères». Ça peut marcher? Alors pas là, ouais, mais il faudrait, enfin, je pense que moyennant du développement, oui, mais Pas dans ce cas-là. là, Pour pas dans ce l'instant, c'est cas-là. que Donc, des ouais, questions c'est textuelles, vraiment de réponses type avec une QCM, etc., avec un système où tu as, comme en fait le score Elo, il doit être sur une réponse précise, il faut que je puisse définir clairement la bonne réponse. bah, la bonne réponse là, elle est connue, ce serait 232 par exemple, ce serait Ouais, la ben bonne voilà, réponse? alors voilà. Mais actuellement, ce qu'il faudrait, c'est plutôt que la personne fasse le travail à côté, puis elle voit qu'il y a marqué Oui, 232, puis toi, tu as 232, il faut qu'elle coche dedans. exact. Bah, ce serait Voilà. ça en fait, ça, Ah ce ouais, serait alors là, possible. là c'est bon, ouais. OK. Ouais. Sabine a une question encore. Oui, désolée, j'ai encore une question. Je me suis posé aussi la question sur Cyberlearn, quand on fait des tests, quand les réponses sont inférieures à 60% en général, moi je reprends la question et je la réinjecte dans le cours pour la retravailler en soumettant une nouvelle question finalement pour m'assurer comme quoi ils sont vraiment acquis les connaissances et les compétences nécessaires. Est-ce qu'avec ce système Elo, il y a aussi justement cette possibilité d'identifier le pourcentage de bonnes ou de mauvaises réponses et d'extraire
d'extraire par la suite ces réponses et de mettre les étudiants non pas dans une auto-évaluation, mais dans une interaction où ils vont vraiment échanger entre eux pour vraiment favoriser l'acquisition des connaissances, mais en groupe pour potentialiser un peu et pour ne pas non plus, pour aimer aussi par la suite les statistiques, par exemple. Oui, alors en fait, alors pour le moment, je peux vous montrer quelque chose. On a développé cette interface qui me permettait justement de vérifier le comportement des étudiants. Donc vous voyez là, par exemple, j'ai cliqué sur un étudiant et en fait, je vois sa progression sur l'évaluation des types de questions. Donc du coup, ça me permet de savoir en fait ce qu'il a fait. Donc là, par exemple, je vois qu'il a joué là, puis après, il n'a plus joué. Alors, mort clinique. Exactement. Donc, et bien sûr, ça, c'est dans le panel administrateur. Donc ici, j'en ai un autre, ici, là, voilà, où on voit cette trajectoire. Donc c'est pour ça. Alors, évidemment, pour le moment, c'est resté très succinct, mais on pourrait tout à fait ajouter des composants dans l'environnement qui permettraient d'avoir une vision plus fine du profil de l'étudiant, de ce qu'il a fait, de ce qu'il n'a pas fait. Et bien sûr, on pourrait le faire par étudiant, par groupe d'étudiants, par, par type de question, par plein de choses comme ça, quoi. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions? On arrive gentiment au bout du temps imparti pour ce café pédagogique extrêmement riche et qui nous donne à tous envie de tester un jeu d'élo et de se remettre aux échecs, mais sans la finalité. Plus de questions? Il nous reste à remercier vivement Jean-Christophe. Je pense qu'on aura l'occasion encore de te poser la question où est-ce qu'on peut obtenir ce code. J'ai vu, il est hébergé, enfin, il est sur le site de l'école, c'est juste? Non, en fait, pour le moment, c'est un serveur qu'on a ici en fait au GISLab, et je peux tout à fait le rendre accessible aux gens. Et puis on peut commencer comme ça. Alors, je pense qu'effectivement, ceux qui veulent peuvent mettre un mot soit chez nous, soit chez toi directement. Et puis, les tests, vu qu'on est en petit comité, les tests peuvent se faire de manière, comment est-ce qu'il faut dire, incrémentale. Voilà. Et du coup, ça me motive pour continuer à essayer de le développer, donc en ajoutant de l'intelligence dedans et le système Je ferai de l'argent dans le chèque. Mais ça, je vais demander de l'argent, évidemment, pour le faire. C'est le nerf de la guerre. Évidemment. Non, alors moi, j'ai toujours qu'en Suisse, on n'a pas besoin d'argent. On a besoin d'heures pour travailler, le d'heures financées. Ça revient au même. Oui. Exactement. Voilà, alors j'arrête l'enregistrement comme ça peut permettre à certains qui voudraient éventuellement parler sans être enregistrés.